Mes bien chères geekettes, mes bien chers geeks, encore une fois, c'est incroyable, bienvenue dans un 100% exceptionnel puisque nous aurons la critique de Jagged Alliance Back in Action, Temps Perdu, Retro and Magic and The News, qui n'est pas le groupe de choristes qui accompagne Temps Perdu, bien évidemment. Une bonne nouvelle pour les joueurs d'Uncharted. Le deuxième pack de map Flashback est disponible. Pour rappel, ce DLC reprend des cartes multijoueurs déjà présentes dans Uncharted 2, à savoir Temple, Trainwreck, Village et Plaza. Bref, de quoi passer plusieurs heures à s'éclater en multi en terre inconnue, tout en profitant des ajouts apportés par Uncharted 3. Skullgirls n'a malheureusement toujours pas de date de sortie précise, mais à l'occasion de la fête des amoureux, Reverge Labs nous a dévoilé une toute nouvelle vidéo de leur jeu. Le dernier trailer en date nous présente Valentine, l'infirmière sadique qui utilisera tout son attirail chirurgical pour se défaire de ses ennemis. Seringues, scalpels et autres perfusions seront utilisés lors de ces combos, alors préparez-vous car c'est l'heure de votre piqûre. Just a nip and tuck job. Tell me where it hurts. Plus que quelques semaines avant le retour d'SSX. Après nous avoir teasé sur les personnages jouables et les features du jeu, EA nous montre ce qu'un véritable snowboarder ressent lorsqu'il joue à SSX. Une façon de nous montrer au cours de cette vidéo commentée que le jeu aura un petit côté réaliste dans la façon d'aborder une avalanche. Mais cela ne veut pas dire pour autant que vous ne pourrez pas défier les lois de la logique et de la gravité à coups de tricks déjantés lors de vos descentes mortelles. SSX est toujours prévu pour le 2 mars prochain et sera disponible sur Xbox 360 et PS3. Bon, effectivement, dans le sommaire, je vous annonçais la critique de Jagged Alliance Back in Action. Alors peut-être que certains d'entre vous qui n'ont pas l'oreille bien habituée à l'accent américain d'Oxford, I speak Oxford English Wall Street, hein, comme une vache espagnole, bien évidemment. Alors peut-être que certains se disent, alors c'est un jeu sur les Rolling Stones avec Mike Jagger, ou alors une histoire de safari en Afrique à cause de Lions. Parce que un lion, des lions, voilà, comme ça. Mais non, en fait, c'est Jagged Alliance Back in Action. Faut que j'arrête d'essayer de le dire, j'y arriverai jamais. Donc, par contre, en fait, c'est un remake d'un jeu qui est sorti il y a Zion, comme on dirait sur cette chaîne. Mais par contre, ma foi, ça n'a pas l'air si moche que ça. Ça donnerait peut-être même envie d'y jouer. On verra ça après la critique. Copy that. Les séries Syndicate, XCOM et Jagged Alliance ont beaucoup de points communs, que ce soit dans leur gameplay ou dans la façon dont elles ont évolué. Après avoir fait les beaux jours du PC dans les années 90, avec un mélange entre stratégie au tour par tour et RPG, ces trois licences sont entrées en hibernation pour se réveiller récemment et opérer un changement de style plus ou moins radical. Syndicate et XCOM sont devenus des FPS, ce qui n'a pas manqué d'attiser la colère de certains joueurs, tandis que Jagged Alliance opère une mutation moins marquée, en devenant un jeu de stratégie en temps réel relativement proche d'un commando au niveau de la forme. Pour nous aider à attendre l'épisode online, dont la version définitive devrait arriver dans quelques mois, l'éditeur Calypso vient de sortir Back in Action, un remake du cultissime Jagged Alliance 2, réalisé par une nouvelle équipe. Changement de développeur, changement de gameplay, Back in Action a tout de la nouvelle soupe vendue dans un vieux pot. Mais est-il bon? La réponse tout de suite. Someone drop something. On my way. Remake oblige, le scénario de Back in Action ne diffère pas de Jagged Alliance 2. Enrico Cevaldori, roi légitime d'Arulco, un pays fictif vraisemblablement situé en Amérique du Sud, s'est exilé suite au meurtre de son père et du coup d'état de sa femme, Deidrana. L'homonyme du célèbre chanteur français en a gros sur la patate et décide de vous engager pour vos qualités d'expert tactique et vous charge de mettre sur pied une troupe de mercenaires pour liquider la reine autoproclamée, lui rendre son pays et lui éviter d'engager une procédure de divorce. I wish you luck, my friend. Ne vous attendez pas à un background développé ou à de nombreux retournements de situation, le scénario de Back in Action n'est qu'un prétexte à la bagarre. Ce n'est de toute manière pas un défaut. Les Jagged Alliance offrent habituellement un gameplay si riche et profond que l'on ne voudrait pas d'une trame trop évoluée, alourdissant le rythme de jeu. Soulignons tout de même l'humour et la cohérence de l'univers, deux choses toujours appréciables. Parmi les nombreux objets à ramasser, vous trouverez ainsi des affiches de propagande, des lettres d'amour d'adolescents ou encore des revues cochonnes.
Le plus gros changement de ce remake de Jagged Alliance 2 est l'abandon du système de jeu au tour par tour au profit du temps réel, avec une pause active semblable à ce que l'on peut trouver dans un Dragon Age. Get ready, they're here! Vous aurez ainsi le choix entre jouer en temps réel afin d'obtenir un rythme plus rapide, idéal pour les déplacements ou les interactions avec le décor, ou figer le temps et donner des ordres à vos mercenaires pour résoudre plus facilement les affrontements. Roger that. Enemy. Vous pouvez ainsi faire ramper la moitié de votre équipe, puis les faire passer en position de tir pour canarder vos ennemis, pendant que vos autres mercenaires les prennent à revers pour les attaquer au corps à corps. Les tactiques imaginables sont assez nombreuses, la variété du level design et des personnages y aidant beaucoup. Seulement voilà, les mouvements disponibles sont limités au strict minimum. Impossible de se déplacer tout en s'orientant dans une certaine direction. Impossible de se mettre à couvert. Impossible d'envoyer une grenade juste après l'ouverture d'une porte. On my way. En 10 ans, les jeux vidéo ont considérablement évolué, et ne pas inclure les mouvements apparus durant cette période rend Back in Action assez lourd à jouer. Quant aux nombreux problèmes de collision empêchant vos personnages de se déplacer correctement, ils finissent d'achever le joueur agacé. I'm on it! Et pourtant, Back in Action avait énormément de choses à offrir. Le contenu est le même que celui de Jagged Alliance 2, ce qui est un signe de quantité et de qualité. Arulco affiche une assez grande zone de jeu, avec de nombreuses villes à conquérir et des troupes ennemies se déplaçant selon leurs propres envies. Quant aux personnages jouables, ils sont vraiment nombreux, une quarantaine au total, sachant que vous pouvez en contrôler 6 simultanément. Vous pouvez les engager via une interface accessible à tout moment, dès lors que vous remplissez certaines conditions. Payer la somme demandée ne fera pas tout. Par exemple, si vous avez recruté Bull au début de l'aventure, vous pourrez engager plus facilement d'autres mercenaires russes plus tard. For a chance to be together with Bull? Sign me up. L'aspect RPG n'a pas été modifié. Après avoir gagné suffisamment de points d'expérience, vous obtiendrez des points d'aptitude à répartir dans divers attributs ou compétences, comme la force, la médecine ou la gestion d'explosifs par exemple. On peut ainsi décider de l'orientation de nos mercenaires en se focalisant sur leurs points forts ou en les rendant polyvalents. Malheureusement, l'équilibrage et la difficulté du jeu sont à revoir. L'infiltration est beaucoup trop dure à exploiter, alors que la méthode forte est à la fois plus rentable et plus simple à mettre en place. On peut également regretter la baisse de difficulté de Back in Action par rapport à l'épisode original. En devenant plus simple, Jagged Alliance perd une partie de son charme. Dommage. This is not looking very good! Dive! Someone drop something. Jagged Alliance Back in Action est un jeu correct. Déjà, son gameplay se rapprochant de ce que fait la série des Commandos est assez rare de nos jours. Ensuite, sa durée de vie est assez longue, comptez au minimum une grosse quinzaine d'heures. Le problème, c'est le manque hallucinant de finition affichée, et ce dans tous les domaines. Les graphismes nous ramènent plusieurs années en arrière. Certains éléments de gameplay, comme la possibilité de définir la direction vers laquelle le personnage regarde, manquent cruellement. L'interface est peu pratique à utiliser, et surtout, les nombreux bugs de collision empêchent vos mercenaires de se mouvoir correctement. Et forcément, ça énerve. Back in Action aurait pu être une grosse claque. Il aurait même dû l'être étant donné qu'il se base sur Jagged Alliance 2. Au final, nous n'avons en face de nous qu'un jeu sympathique ne valant vraiment pas les 40 € auxquels il est vendu. Si vous tenez à y jouer, attendez une baisse de prix et des patchs. Et si vous tenez absolument à jouer à un bon jeu tactique, Jagged Alliance 2 coûte 10 € sur certains sites spécialisés et même s'il commence à accuser son âge, il demeure encore et toujours une référence du jeu PC. Bon alors voilà, maintenant on a vu la critique, donc on s'est fait une idée, alors maintenant on sait si on va y jouer ou pas. C'est comme pour Temps perdu, hein, Nico Robin, bien entendu, il montre les jeux et puis après à nous de décider si on veut y jouer ou pas, bien évidemment. Mais bon, pour se décider, il faut regarder la rubrique. Alors tout de suite, regardons la rubrique. Bonjour, méga upload est tombé. C'est bête, hein. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. Quand j'étais petio, je kiffais grave ma maman les jeux super durs. Bon, non seulement parce que la plupart l'étaient de toute façon, mais aussi parce qu'à l'époque, avec quelques bidouilles, on pouvait avoir les vies infinies, ou l'invincibilité, ou d'autres trucs cool que maintenant faut payer des DLC moisis pour les avoir. Aujourd'hui, pour ne pas faire fuir papa-maman, les développeurs ont quasiment éliminé la possibilité de perdre, ou tout au moins le concept de vie comptabilisée. Et forcément, sur le web, la règle est la même.
Sauf dans certains cas où, allez savoir pourquoi, on galère. Alors parfois, c'est juste que le développeur en veut à la terre entière et qu'il a décidé que sauter d'un endroit à un autre sera la raison de votre licenciement. Ah bah oui, manger un clavier, ça se fait pas. De temps en temps, c'est juste que le créateur du jeu a une logique qui n'appartient qu'à lui. Comme dans Hamburger par exemple. Bon, c'est très drôle, hein, c'est très bien, mais quoi ? Comment je pouvais deviner qu'il fallait que la poule, elle fasse fuir le ver de terre pour que le coq y débarque et crac. Non mais sans rire. Puis bon, c'est pas évident d'être une poule en plus. Ça saute pas super loin, c'est pas super malin et... bah c'est une poule quoi. Après il y a les concepts. C'est bien ça les concepts. Par exemple, tu prends un truc, tu le mélanges avec un autre et pof, concept. Comme Tetris Sweeper. C'est un mélange de Tetris et du démineur. Alors à première vue c'est chouette hein, et puis ça fait toujours du bien de retrouver nos blocs russes. Mais le truc, c'est que je n'ai qu'un cerveau. Enfin, je crois qu'il m'en reste un. Et du coup, devoir empiler des machins tout en réfléchissant à où est-ce qu'elle peut bien se cacher cette mine à la noix, eh bien, c'est pas facile. Et au bout d'un moment, les neurones, eh ben, ils font xit ou pouf ou patiou ou n'importe quoi qui montre que vous en avez perdu un bon paquet d'un coup. Et enfin, il y a ceux où la difficulté, bah, c'est le concept justement. Prenons Mr. Brie, Returning Home. Là, le cochon, il est bien embêté parce qu'il y a un vilain boucher qui veut en faire des saucisses. Mais le truc, c'est qu'il est bien embêté surtout parce que c'est super chaud de l'enfer de réussir à s'en tirer. Non pas que ce soit mal fait, certainement pas un problème de gameplay, juste que c'est dur comme on l'a rarement vu. Alors forcément, on passe son temps à mourir bêtement en s'embauchant sur une pique ou en tombant dans un gouffre. Mais c'est pas grave, parce que c'est tellement chouette avec son petit scénar sympathique et glauque, avec ses musiques passant aisément de l'ambiance mignonnette à la dark attitude rappelant les meilleurs morceaux de Yamaoka Akira pour Silent Hill, que bah, on accroche, on continue, on recommence, jusqu'à réaliser le mouvement parfait, la galipette improbable qui vous permettra d'atteindre la fin du niveau. Bon d'accord, vu le stress que peut générer le jeu, il vaut mieux ne croiser personne durant les 2 heures qui suivront votre partie, sous peine de perdre toute vie sociale. Mais c'est bon. Ouais, bon, tout simplement. Et quand on pense qu'en plus il y a un mode reverse et un mode hardcore, on se dit finalement qu'on va gentiment racheter un clavier et recommencer encore et toujours. Ce qui tombe plutôt bien, n'est-ce pas, vu qu'il faudrait quand même voir à ne pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus. Voilà, parce que hein, nous on est comme ça, on vous les montre, les jeux, on vous donne notre avis, et puis après, bon, de toute façon, ça vous plaît pas, enfin je parle des jeux, hein, pas de notre avis. Après, qui irait critiquer les avis des autres, vraiment, faudrait être... Et c'est pour ça qu'on est des gens bien. Et on n'est pas que des gens bien aussi, on est aussi des fameux déconneurs. Parce que je pourrais penser à Julien Pirot, l'autre jour, je le croise dans la rue, et puis il me dit « Ablo ! Ablo !» Alors, je ne comprenais pas ce qu'il me voulait, et en fait, il me dit Ablo. En 1996 sortait un jeu qui allait marquer un tournant dans l'histoire du RPG et du multijoueur, Diablo. Développé par le studio Condor, qui allait bientôt se rebaptiser Blizzard North, Diablo se déroule dans le monde gothique de Sanctuary, menacé par les forces du mal menées par le seigneur de la terreur, le démon Diablo. Tandis que Diablo 3 se fait encore attendre, Retro & Magic va descendre dans les catacombes de Tristram pour contempler l'origine du mal. Au début des années 90, l'éditeur Sunsoft produit 2 jeux sous licence DC Comics, The Death and Return of Superman et Justice League Task Force. La version Super Nintendo de ces jeux est confiée au petit studio Blizzard, tandis que la version Mega Drive est confiée à un autre studio, Condor. Les 2 titres se révéleront très mauvais, mais auront au moins permis la rencontre de ces 2 studios qui allaient finir par joindre leurs forces et révolutionner le jeu sur ordinateur.
En 1995, Blizzard vient de sortir Warcraft et commence à travailler sur la suite. De leur côté, les développeurs de Condor, menés par Eric Scheffer et David Brevik, ont un projet de remise au goût du jour des roguelikes, ces RPG en graphisme ASCII très populaires dans les années 80. Ils présentent le projet à leurs amis de Blizzard, qui s'enthousiasment et décident de le produire. Blizzard finira par racheter Condor afin d'en faire le studio Blizzard North. Dans Diablo, le joueur incarne un personnage choisi parmi 3 classes emblématiques. Le guerrier, expert du corps à corps, la rogue, archère émérite, et le sorcier, spécialiste des sorts en tout genre. Tout commence alors que le joueur arrive au petit village de Tristram, accueilli par les célèbres accords de guitare maniaco-dépressifs de Matt Uelmen. Le royaume de Kandouras vit des heures sombres. Le roi Léoric, autrefois bon et juste, a sombré dans la folie et a été tué par ses propres chevaliers. Son conseiller, l'archevêque Lazarus, a enlevé le fils du roi et l'a emmené dans les catacombes sous la cathédrale de Tristram. Ceux qui essayèrent de le suivre périrent ou disparurent sans laisser de traces. Les villageois de Tristram vivent dans la peur, et certains commencent à chuchoter que Lazarus a réveillé une entité maléfique, jadis scellée au plus profond du labyrinthe. Diablo, le seigneur de la terreur, est à nouveau libre. Blizzard North a choisi cet univers sombre et gothique pour se démarquer de la fantaisie colorée de Warcraft. L'atmosphère oppressante du jeu est sans aucun doute l'une de ses plus belles réussites. Le but du joueur sera de descendre dans les catacombes, s'enfonçant niveau après niveau toujours plus profondément dans les entrailles de la Terre jusqu'à trouver Diablo et le détruire. Sur le chemin, il faudra affronter quantité de monstres et looter des tonnes de trésors en tout genre. Sa descente aux enfers sera accompagnée de fréquents retours à Tristram pour acheter et vendre de l'équipement, identifier des objets, obtenir des quêtes et ainsi de suite. Bref, les bonnes vieilles mécaniques du dungeon crawler, inchangées depuis le premier Wizardry. Les donjons sont générés de manière semi-aléatoire, ce qui donne au jeu un degré de rejouabilité presque infini. Ce qui est amusant, c'est que Diablo aurait pu être très différent. Scheffer et Brevik souhaitaient originellement faire un jeu exclusivement solo, avec des combats au tour par tour, exactement comme les roguelikes d'autrefois. C'est en constatant le succès de Warcraft 2 en multijoueur que Blizzard North ajoutera ce mode quasi à la dernière minute, sans se douter que Diablo rencontrerait un succès phénoménal en multi. Quant au combat, la décision de les passer en temps réel a été prise sur les suggestions de l'équipe Blizzard. Encore une fois, ce changement allait devenir une des marques de fabrique de Diablo et lui donner ce caractère trépidant et addictif. Cliquer pour se déplacer, cliquer à répétition sur les ennemis pour les attaquer, cliquer sur les trésors pour les ramasser, un genre était né, le hack and slash. Diablo connaîtra une extension baptisée Hellfire. Celle-ci ne fut pas développée par Blizzard North, mais par Synergenic Software pour le compte de Sierra, qui distribuait alors le jeu. Hellfire ajoute 8 niveaux, de nouveaux objets, de nouveaux monstres, de nouveaux sorts et une nouvelle classe jouable, le moine. 2 classes incomplètes, le barde et le barbare, peuvent être débloquées en farfouillant dans les fichiers du jeu. L'histoire d'Hellfire n'est pas considérée comme canon. Un nécromancien a accidentellement invoqué le démon Nakrul, qui fera donc office de nouveau boss dans cet add-on. De nombreuses innovations d'Hellfire seront conservées dans Diablo 2, comme la présence d'huiles et de runes, la possibilité de se déplacer au pas de course, ainsi que la possibilité de faire apparaître en surbrillance les objets au sol. Notons également que c'est dans Hellfire qu'apparaît pour la première fois une quête secrète avec des vaches, qui deviendra un running gag de la série. Il faudra attendre 3 ans après Hellfire pour voir arriver la vraie suite de Diablo, le fort bien nommé Diablo 2. Fidèle à sa réputation, Blizzard a pris son temps afin de sortir un titre qui reste, 12 ans après sa sortie, considéré comme l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Comme l'ont souvent souligné les critiques de l'époque, Diablo premier du nom fait figure de simple brouillon à côté de sa suite, qui est plus vaste, plus complexe, plus riche, plus épique, bref, plus. Dans le premier épisode, l'univers du jeu n'est pas vraiment mis en valeur, en dehors du manuel très bien écrit relatant le conflit séculaire du ciel et de l'enfer ayant conduit à l'emprisonnement des 3 démons majeurs, Diablo, Baal et Méphisto. Dans Diablo 2, cet univers prend vie au travers de scènes cinématiques exceptionnelles. Si leur réalisation technique a bien entendu vieilli, la qualité de leur mise en scène force toujours le respect. On y suit Marius, un pauvre Air, devenu malgré lui le compagnon de route du rôdeur, le guerrier du premier jeu. Après avoir vaincu Diablo, le rôdeur a fiché la pierre d'âme contenant l'essence du démon dans son propre front, espérant ainsi contenir le mal.
Mais Diablo s'est révélé plus fort, a pris le contrôle de son hôte et est désormais plus puissant que jamais. C'est aux joueurs qu'il incombe d'affronter Diablo, Mephisto et Baal afin d'empêcher l'enfer de déferler sur le monde de Sanctuary. Le joueur, justement, peut désormais choisir entre 5 classes possédant des capacités propres. Le paladin, le barbare, l'amazone, la sorcière et le nécromancien. Chacun possède 3 arbres de compétences. Les experts du jeu ont établi des chartes de développement de personnages très précises, des builds optimisés pour favoriser tel ou tel type de gameplay. On comprend donc que Diablo 2 a été pensé pour le jeu multijoueur avant tout, et c'est là que réside tout le sel du titre. Évidemment, il est toujours possible de jouer en solo, et le jeu intègre également des compagnons mercenaires contrôlés par l'IA qu'il sera possible de recruter pour se sentir moins seul. Diablo 2 met également l'accent sur la diversité. Là où Diablo 1 ne proposait que du donjon, Diablo 2 alterne donjon et extérieur tout au long de 4 actes prenant place dans des environnements bien distincts. Le premier acte se déroule dans la région du premier Diablo, avec sa campagne médiévale pluvieuse et ses villages dévastés. Par la suite, on explorera les sables de Ludgolain, évoquant l'Égypte, les jungles précolombiennes de Kurast, tandis que l'acte final se déroule tout simplement en enfer. Encore une fois, les niveaux traversés sont générés de manière aléatoire, conférant au titre une durée de vie hallucinante. Et d'ailleurs, certains y jouent toujours. Il y aurait encore beaucoup à dire sur Diablo 2 et ses nombreuses idées, comme le cube Aura Dream permettant de combiner des objets, les modes de difficulté cauchemar et enfer, ou le fameux niveau secret des vaches, mais le mieux c'est encore d'y jouer pour en retirer toute la substantifique moelle. Un an plus tard, Blizzard North sort Lord of Destruction, la donne officielle de Diablo 2. Cette extension dévoile un 5e acte se déroulant dans les Hautes Terres, un environnement enneigé et crépusculaire évoquant les Celtes et les Vikings. Seul démon majeur à avoir survécu aux batailles de Diablo 2, Baal assiège le mont Ariat où repose la Pierre Monde, le cœur de Sanctuary. Si Baal parvenait à corrompre la pierre, il plongerait le monde entier dans le chaos. Bref, il faut l'arrêter. Pour le combattre, 2 nouvelles classes font leur apparition, l'assassin et le druide. L'assassin est la maîtresse des pièges et des frappes éclairs, tandis que le druide est capable d'invoquer des animaux et de se changer en ours ou en loup-garou. Évidemment, l'extension apporte également nombre de nouveaux monstres, nouveaux items, nouveaux sets d'objets, etc., etc. Notons également que les PNJ mercenaires peuvent désormais accompagner le joueur tout au long de son aventure et gagneront en expérience et en puissance. Enfin, dernier point mais non des moindres, il est désormais possible de passer la résolution de l'affichage en 800 par 600. Et oui, Diablo 2 était toujours en 640 x 480. De nombreux jeux ont essayé de venir ravir à Diablo 2 son titre de roi incontesté du hack and slash, de Throne of Darkness à Titan Quest en passant par Loki ou Sacred ou plus récemment Torchlight. Mais si certains de ces titres ont su tirer leur épingle du jeu de belle manière, les fans du genre n'ont qu'une seule idée en tête, se jeter sur Diablo 3 à la seconde où il sera enfin disponible. Qui aurait cru qu'on serait si impatient de retourner en enfer? Then, at long last, Osmodan shall reign as the prime evil. Et c'est sur cet excellent rétro et magique lancé par un excellent jeu de mots que je vais prendre congé de vous et que vous allez prendre congé de moi et que nous allons mutuellement prendre congé les uns des autres et qu'éventuellement vous allez prendre congé de quelqu'un d'autre si vous en avez envie ou si vous avez encore des RTT qui traînent parce que bon, on peut prendre congé avec ces RTT et je pense qu'il est grand temps de vous faire des bisous et de vous laisser tranquille pour aujourd'hui. Des gros bisous. 今僕はどうすりゃいい君はもう